L'activité administrative peut causer des dommages aux particuliers et il est logique que ces derniers soient réparés. Les règles de responsabilité de la puissance publique sont généralement d'origine jurisprudentielle et indépendantes des règles du Code civil. Ainsi, les litiges en matière de responsabilité ressortissent à la compétence du juge administratif. Il existe cependant des exceptions, par exemple, les contentieux relatifs aux accidents de véhicules, qu'ils soient administratifs ou non, relèvent du seul juge judiciaire. Examinons en premier lieu la responsabilité pour faute. La faute est un manquement à une obligation préexistante. Il convient de distinguer illégalité et faute. Si toute illégalité est fautive, toute faute ne constitue pas pour autant une illégalité. La responsabilité pour faute amène à s'interroger sur un certain nombre de distinctions. Tout d'abord, il convient de différencier faute personnelle et faute de service. Lorsque l'administration cause un dommage à un tiers, c'est un agent de l'administration qui est à l'origine du préjudice et dont la responsabilité pourrait être engagée. Mais la jurisprudence, pour éviter l'engagement systématique de la responsabilité de l'agent, a dégagé une distinction entre la responsabilité pour faute personnelle et la responsabilité pour faute de service qui permet d'engager la responsabilité de l'administration dont relève l'agent. La faute personnelle peut n'avoir aucun lien avec le service. Elle peut aussi avoir été commise en dehors du service, mais être non dépourvue de tout lien avec lui. Tel est le cas s'agissant d'une personne tuée par un policier manipulant à son domicile son arme de service qu'il devait conserver. Elle peut être commise dans le cadre du service, mais être détachable de celui-ci. Il en est ainsi de la faute commise par un agent avec une intention malveillante. Il convient en outre de souligner qu'il y a indépendance de la faute disciplinaire et l'infraction pénale. Ainsi, en aucun cas, une administration ne peut endosser les condamnations pénales de ses agents à l'occasion d'une faute personnelle. En revanche, elle est libre, même en cas de condamnation pénale, d'intenter ou non une action disciplinaire. Un dommage causé à un tiers peut résulter à la fois d'une faute personnelle de l'agent et d'une faute de service de l'administration. C'est le problème de la responsabilité simultanée de l'agent et de l'administration envers les tiers, c'est-à-dire le problème du cumul. Dans ce cas, la victime peut demander au juge judiciaire de condamner le fonctionnaire et au juge administratif de condamner l'administration, chacun pour le tout. Il n'y aura cependant pas cumul d'indemnités. Si la victime a été indemnisée par l'administration, et si elle a poursuivi en même temps le fonctionnaire devant les tribunaux judiciaires, l'administration sera subrogée pour cette action dans les droits de la victime. Deux hypothèses peuvent alors se présenter. L'administration a été condamnée à payer et veut se retourner contre le fonctionnaire, ou le fonctionnaire condamné veut se retourner contre l'administration. Dans le premier cas, l'administration condamnée peut intenter une action récursoire contre le ou les agents, dès lors qu'ils ont été auteurs d'une faute personnelle. Dans le second cas, si le fonctionnaire est condamné pour faute personnelle, il peut saisir le juge administratif. Cependant, il ne peut se retourner contre l'administration s'il n'y a pas de faute de service. Examinons maintenant la distinction entre faute simple et faute lourde. Toute faute n'engage pas par elle-même la responsabilité de l'État. Ainsi, le juge distingue entre les fautes simples et les fautes lourdes. Si une faute simple suffit pour engager la responsabilité dans le cas de dommages causés dans l'exercice d'une activité facile à mettre en œuvre, une faute lourde est exigée pour engager la responsabilité de l'administration lorsqu'il s'agit d'un service particulièrement difficile à gérer, d'une activité difficile à mettre en œuvre. Entrent dans cette catégorie les activités de police consistant en des opérations matérielles de maintien de l'ordre. Mais indiscutablement, la tendance est au recul de l'exigence de la faute lourde dans de très nombreux secteurs. Tel est le cas des activités où l'urgence constitue un élément essentiel, à savoir les secours d'urgence et même le service de lutte contre les incendies. S'agissant de la distinction entre faute prouvée et faute présumée, maintenant,
En principe, la preuve de la faute incombe à la victime. Cependant, dans certains cas, il y a présomption de faute. Cela a pour conséquence de renverser la charge de la preuve, par exemple en matière de travaux publics, lorsqu'un usager subit un dommage. Il revient donc à l'administration de prouver qu'elle a bien entretenu l'ouvrage. Après la responsabilité pour faute, examinons la notion de responsabilité sans faute. Si la responsabilité pour faute constitue le droit commun de la responsabilité, il existe dans certains cas une responsabilité sans faute. Cette responsabilité sans faute tend à se développer. Elle est prégnante dans les cas de responsabilité fondée sur le risque. La responsabilité sans faute existe en matière de travaux publics. Il en est ainsi au profit des tiers victimes de dommages causés par l'existence d'un ouvrage ou de travaux publics. Cependant, seule la faute de la victime ou la force majeure seront susceptibles d'atténuer ou de faire disparaître la responsabilité de l'administration. Il en est de même en matière de dommages causés par les choses dangereuses telles que les explosifs, par exemple, et de ceux causés aux agents publics et collaborateurs occasionnels. La responsabilité sans faute est également fondée sur l'égalité des citoyens devant les charges publiques. Tel est le cas en matière de responsabilité du fait d'actes administratifs réguliers. Il peut s'agir de l'inexécution de décisions de justice avec refus de concours de la force publique, alors que ce refus d'intervention n'était pas fautif. Ou encore du refus d'un préfet de saisir les tribunaux judiciaires pour faire sanctionner l'implantation de constructions illégales. Cependant, il n'y a indemnisation des victimes que si les mesures causent un préjudice spécial et anormal. Enfin, il existe des régimes particuliers de responsabilité. De nombreux textes sont intervenus pour étendre la responsabilité ou organiser un régime spécifique, notamment en matière de dommages de guerre, d'accidents d'origine nucléaire, d'accidents causés par les vaccinations obligatoires, de victimes d'actes de terrorisme, etc.